Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Guillaume Blanchet, je suis chercheur contractuel à l'INRAE et donc aujourd'hui j'ai l'opportunité en fait de vous présenter les résultats en fait qui sont issus de ma thèse que j'ai réalisée à Montpellier sous la direction de Marie Gaume, Christian Duprat, que vous avez peut-être déjà entendu dans le cadre de l'agroforesterie, et Grégoire Vincent. Du coup, en fait, je ne vais pas vous parler de comment faire de l'agroforesterie, mais c'est vraiment un retour là sur, je dirais, le pourquoi l'agroforesterie intraparcellaire pourrait être intéressante pour s'adapter au changement climatique. Et donc, ce qu'on a fait, voilà, c'est une expérimentation où en fait, on est venu en fait exclure de la pluie sur certaines zones et d'autres non, pour pouvoir justement quantifier un peu quel serait son intérêt dans le cadre de sécheresses qui sont amenées à être de plus en plus récurrentes. Alors du coup, donc sur ce graphique-là, je vous montre rapidement deux, trois. Bon, le changement climatique, j'estime que vous en avez déjà entendu parler. Je l'illustre quand même avec deux petites choses. Pour moi, en fait, ce qu'il faut distinguer, c'est qu'il y a des effets qui vont être tendanciels. Là, je vous en montre un en haut à gauche. C'en est un parmi d'autres, mais ça va être par exemple la modification du cumul et de la saisonnalité des pluies qu'on est amené à observer en France en tout cas. Surtout la saisonnalité. Donc ça, en fait, c'est des travaux qui sont issus de Météo France et qui montrent qu'en tout cas, les scénarios qui se dégagent pour la France métropolitaine, ça va être une modification de cette saisonnalité, donc des hivers beaucoup plus pluvieux et des étés beaucoup plus secs. Et à contrario, il y a des effets tendanciels, il y a aussi des nouveaux extrêmes, donc des vagues de chaleur qui sont amenées à être de plus en plus récurrentes. Vous avez ici, là encore, un graphique de Météo France qui montre qu'au fur et à mesure, en fait, on sera amené à vivre des vagues de chaleur qui seront de plus en plus intenses et durables. Ce qui ne va pas être sans conséquence pour nos systèmes agricoles, bien entendu. Et là, je vous montre deux petites sorties d'un outil d'ailleurs qui vient de paraître récemment, qui a été développé par Météo France et Solagro, s'appelle Climadiag. Et donc là, je vous ai sorti en fait quelques petites tendances pour ici rouiller, et chacun peut le faire. Il vous montre en fait un indicateur agroclimatique qui vous montre, donc ça c'est fait pour des céréales. Et en fait, il vous montre que globalement, la tendance dans le temps, c'est qu'on va avoir des déficits hydriques pendant la période de montaison, remplissage du grain, qui vont être de plus en plus sévères. Et similairement, en fait, si on regarde la notion de stress thermique, là encore pour des céréales sur les stades d'épiaison, floraison, vous avez en fait une augmentation du nombre de jours avec stress thermique qui va être vraiment qui va s'amplifier de façon assez drastique. Du coup, pour faire face à ces systèmes, l'agroforesterie, elle est souvent présentée comme une des solutions pour s'adapter. Alors, quand on parle d'agroforesterie, en fait, on parle d'un ensemble, je dirais, en fait, de systèmes et de design. En haut à gauche, vous avez un triangle qui vous essaie de synthétiser un petit peu ce que pourrait être l'agroforesterie. Donc, l'agroforesterie, c'est sur une même parcelle, la combinaison toujours d'une composante arborée avec des cultures ou aussi de l'élevage. Le système dont moi je vais vous parler, c'est vraiment les systèmes sylvo-arables où là on a que des grandes cultures avec des arbres. Si on regarde en termes de design, des designs, on a toujours eu traditionnellement en fait des arbres dans nos campagnes. Je dirais que le système le plus connu en fait c'est le système bocager de haies où là on a des arbres donc en périphérie de la parcelle, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'agroforesterie périparcellaire. Et puis vous avez des designs aussi traditionnels, alors pas forcément en France, mais où vous avez de l'agroforesterie donc intraparcellaire. Là je vous montre ici au Maroc un exemple où vous avez vraiment en fait une combinaison d'oliviers avec des cultures. Là en l'occurrence c'est du blé dur. Et puis depuis une trentaine d'années, en fait, vous avez des systèmes beaucoup plus qui sont dits modernes, en fait, qui sont surtout adaptés à la mécanisation, qui sont apparus. Je vous montre quelques exemples. Voilà, en fait, vous avez basiquement en fait des allées qui sont cultivées et qui sont en alternance avec des lignes d'arbres. Alors vous avez différents designs qui sont liés à l'espacement, aux essences. Et puis vous avez aussi des systèmes des fois qui sont un peu différents. Là je vous montre en Allemagne par exemple, les arbres qui sont utilisés, là c'est pas pour faire du bois d'œuvre, c'est plutôt pour faire du bois énergie. Et vous avez en fait un rang d'arbres qui est utilisé pour faire de la plaquette de bois, donc là c'est du saule, et qui sont vraiment très espacés, mais c'est sur des grandes parcelles, mais c'est aussi une possibilité. Alors ces systèmes agroforestiers, on les présente souvent
comme une solution pour s'adapter. Moi, la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est surtout des systèmes, en fait, une des raisons, alors il y a plein de raisons de faire de l'agroforesterie, mais une des raisons que je voudrais mettre en avant, c'est que ce sont avant tout des systèmes qui sont productifs. On parle souvent, en fait, de concept de surface assolée équivalente, c'est-à-dire que pour 1 hectare d'agroforesterie, on arrive à produire, en fait, autant que une surface. Alors là, l'exemple en fait qui vous est fourni, hein, il est issu d'une expérimentation du sud de la France, et on montre que pour 1 hectare d'agroforesterie, on produit autant que un petit peu plus d'un demi-hectare pour la culture agricole, et vous produisez autant que ben voilà, 0,70-80 hectares de forêt, ce qui vous donne en fait pour une surface donnée, ben en fait un ratio de production de biomasse qui est vraiment intéressant. Par contre, donc c'est souvent ce qui est mis en avant, je dirais, pour la productivité, mais souvent, ce qu'on oublie de dire, en fait, c'est que c'est un système qui est dynamique et qu'à l'échelle de la rotation agroforestière, on observe en fait une différenciation des productions dans le temps. Donc vous avez ce graphique en bas qui vous montre 2 courbes, la productivité totale, donc je dirais en fait pour une surface donnée, c'est un rendement annuel relatif, hein. En bleu, c'est la production totale, et elle se décompose en fait des 2 courbes en dessous, celle de la culture et celle de l'arbre. Et donc vous voyez qu'au début, en fait, la production de la culture est globalement stable et proche de celle que si vous produisiez en culture pure. Et puis au fur et à mesure, en fait, cette courbe diminue. Et en fait, on a assez peu de retours sur expérience sur justement ces pertes de rendement qu'on peut avoir dans le temps. Et en fait, dans ce temps-là, en fait, après, ce qui se passe souvent, c'est que l'essentiel de la productivité est assuré par l'arbre. Mais bon, quand vous êtes agriculteur, ce qui vous intéresse, c'est quand même aussi et en partie la culture. Et donc, en fait, il me semble vraiment important d'arriver à s'intéresser sur ces dernières périodes en fait, de production de la culture, quand les arbres sont vraiment très développés. Et en même temps, en fait, cette perte de rendement qu'on voit, en fait, elle est liée à l'ombrage. Et dans le cadre du changement climatique, on se demande en fait si justement, ça pourrait pas être un levier intéressant pour faire face à des situations de sécheresse et de canicule. Du coup, la réalité, c'est qu'en fait, on ne sait pas encore exactement dans quelle mesure c'est intéressant. On a des bonnes pistes. En fait, les systèmes agroforestiers, ce sont des systèmes qui sont prometteurs, mais qui sont complexes. Et ils seront complexes parce qu'en fait, on a une somme d'interactions interspécifiques qui est marquée. Donc, d'un côté, en fait, souvent, ce qui est mis en avant, c'est des effets qui sont plutôt dits de facilitation. Donc, par facilitation, on va entendre que voilà, la présence de l'arbre pour l'interculture va permettre de réduire ces températures de culture-là, limiter des stress thermiques. Ça peut aussi limiter un flux de vent, donc l'évapotranspiration. Ça peut limiter aussi la réduction, ça peut permettre de limiter l'évaporation du sol et donc favoriser la disponibilité en eau du sol. Et à contrario, en fait, on sait que les arbres, ce sont aussi des compétiteurs, ils vont avoir besoin de ressources. Et donc, le premier effet qu'on observe, en fait, c'est les arbres, ils font de l'ombrage, ils interceptent cette lumière-là. Donc, c'est une compétition pour la lumière. Et la compétition, on peut l'avoir aussi au niveau souterrain pour l'eau et les nutriments. Et en fait, on a vraiment un équilibre entre les deux sur ces aspects de facilitation et de compétition. Et ils vont être modulés par des effets de site. Alors ces effets de site, ça va être notamment des effets qui vont être liés à la complémentarité. Donc quand on parle de complémentarité, c'est sur le plan spatial. L'exemple le plus courant qui vous est fourni, ça va être la complémentarité entre les systèmes racinaires. L'arbre va aller pomper des nutriments et de l'eau beaucoup plus en profondeur que des cultures. Et puis vous avez aussi des effets de complémentarité temporelle, c'est-à-dire qu'une culture d'hiver va se développer pendant que l'arbre n'a pas de feuilles. Et donc on peut permettre ainsi une valorisation de la lumière dans le temps particulièrement marquée. Et puis voilà, ces effets d'interaction, on ne sait pas non plus comment est-ce qu'ils vont être influencés dans le cadre du changement climatique, c'est-à-dire est-ce que en fait, une sécheresse va venir accentuer les aspects de compétition pour la ressource en eau. Ça, c'est des choses sur lesquelles en fait, on a encore assez peu de recul, il y a assez peu d'études, mais il y a un besoin de recherche assez fort là-dessus. Donc c'est ce qu'on s'est proposé de faire dans le cadre de cette thèse.
nous, en fait, la question qu'on s'est posée, c'est quelles sont les réponses que l'on peut attendre en fait, d'une culture intercalaire à un épisode de sécheresse dans des conditions agroforestières. Et donc pour ça, on a formulé en fait 2 hypothèses. La première hypothèse, c'était que les conditions agroforestières permettaient en fait, de réduire le stress hydrique pendant un épisode de sécheresse et maintenir ainsi une production de biomasse totale. Pour vérifier cette hypothèse-là, on a fait des mesures microclimatiques, on a regardé la production de biomasse totale et on a fait des analyses de bilan d'énergie. Et ensuite, plus sur la partie élaboration du rendement, en fait, on a posé une deuxième hypothèse qui est que vous avez une certaine plasticité du rendement, notamment à travers ces différentes composantes, et que du coup, en fait, dans le cadre d'un stress hydrique et d'un stress lumineux, vous pouviez en fait avoir des effets de compensation qui permettent de maintenir le rendement. Donc très rapidement, le site d'études, c'est un peu un site historique en France, c'est le domaine de Restinclières. Si vous ne le connaissez pas, c'est un des sites, en tout cas c'est le site expérimental en agroforesterie sur lequel on a le plus de recul en France. C'est une parcelle, donc c'est un site méditerranéen. Les arbres, ils sont âgés, ils ont 30 ans maintenant. Au moment de l'étude, ils en avaient 25. C'est une parcelle en fait qui est intéressante dans le sens où elle permet de comparer. En fait, vous avez au nord un témoin agricole, au sud une zone en agroforesterie. Après, c'est un système qui est un peu particulier dans le sens où les arbres sont vraiment développés, donc ça c'est ce qui nous intéressait. Par contre, la densité d'arbres est assez élevée, on est de l'ordre de 92 arbres hectares, là où maintenant dans les conseils en agroforesterie, on propose des densités un peu plus légères. Et puis, je dirais l'autre spécificité en tout cas, c'est que c'est un sol qui est vraiment très profond. Vous avez en fait entre 4 à 10 mètres de limon sous les arbres, donc du coup c'est plutôt favorable pour l'agroforesterie. Et voilà, ça en fait un site assez spécifique pour ça, mais qui est précieux puisqu'on n'a pas encore trop de recul sur ce type de système. Moi, les résultats, la rotation qui est faite, en fait, elle est triennale. Souvent, c'est du blé dur, de l'orge d'hiver et du pois. Les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui sont juste centrés sur le pois d'hiver. Donc du coup, ce qu'on a cherché à faire, en fait, donc on est venu en fait utiliser des dispositifs d'exclusion de pluie. Ces dispositifs d'exclusion de pluie, vous les voyez en haut à gauche. Ce sont des systèmes bâchés en fait qu'on est venu mettre en place sur la parcelle juste avant un épisode pluvieux. Donc là, vous les voyez installés, mais la plupart du temps, en fait, ils sont pas présents. Je vous épargne en fait tous les développements méthodologiques qu'on a eu là-dessus. Globalement, avec 4 dispositifs comme ça autour d'un arbre, on couvrait une 60aine de mètres carrés. On sait que ce n'est pas suffisant. On a fait des tests pour avoir des dispositifs de plus grande envergure, mais c'est vraiment pas simple. Du coup, voilà. En tout cas, c'est quand même des outils qui restent précieux pour comprendre un peu tous les processus écophysiologiques qui se passent à l'échelle de la plante et de la culture intercalaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, c'est vraiment des dispositifs qu'on a mis dans la zone où on avait des interactions arbre-culture particulièrement marquées. On était en gros entre 1 mètre et 5 mètres de la distance de l'arbre, donc le centre est à 3,50 m, au nord et au sud de l'arbre. Et en fait, on a vraiment un design pairé où on avait des zones où on excluait et d'autres où on n'excluait pas, avec des conditions notamment de lumière assez similaires. Je tiens à faire une petite précision, les systèmes agroforestiers sont des systèmes hétérogènes et souvent cette hétérogénéité elle s'accroît dans le temps. Là je vous le montre, à droite vous avez des photos hémisphériques, c'est comme un fisheye en fait, dont on sert pour vraiment capter en fait, la lumière disponible. Et en fait vous voyez que pour une même position au sein de l'allée, vous pouvez très vite avoir des conditions qui sont très différentes avec des zones où il y a beaucoup plus de ciel apparent que d'autres. Pour revenir sur le contexte que nous on a testé, on est en régime méditerranéen, donc on a testé 2 types de régimes de pluie, un régime pluvial et un régime en exclusion de pluie. Dans le cadre de cette expérimentation, en fait, on a réussi à exclure 135 mm plutôt sur la période printanière. Donc je dirais en fait que le scénario qu'on a réussi à mettre en place, vous avez ici à droite en fait la teneur en eau du sol sous les dispositifs, et vous voyez que les dispositifs ont été vraiment efficaces. Et ils ont surtout, donc en bleu vous avez le régime pluvial et en rouge le régime exclu. Et en fait vous voyez qu'en excluant en fait 4 épisodes pluvieux entre avril et mi-mai,
on a vraiment réussi à créer des contrastes de disponibilité en eau très forts. Ce qui fait que je résumerai en fait les conditions de notre étude par un test d'une sécheresse printanière, mais sans stress thermique. Je ne vous montre pas ici les données météo, mais en fait, on n'a jamais été dans des conditions où on aurait pu avoir des effets d'avortement sur le poids. Donc maintenant, je vais en venir aux résultats principaux. Premier résultat sur les conditions environnementales, la disponibilité de la lumière. Donc là, je vous présente en fait 3 graphiques. Le premier, c'est la dynamique de la lumière au sein du cycle de culture. Donc ça augmente voilà, du mois de décembre jusqu'au mois de juin. Ça, c'est une tendance assez classique. Ce qui est plus intéressant, c'est le deuxième graphique, celui au centre, qui vous montre donc, ce qu'on appelle ici la transmittance. La transmittance, en fait, c'est la proportion du rayonnement incident qui arrive jusqu'à la culture intercalaire, donc qui n'est pas intercepté par l'arbre. Et donc je vous montre une petite zone en vert. En vert, c'est en fait la période de débourrement des arbres. Et donc en fait, ce qu'on voit, et donc ça c'est réalisé à partir de l'analyse des photos hémisphériques, c'est que vraiment à partir du mois de mai, vous avez en fait une chute de la lumière qui est disponible, qui coïncide en fait à peu près à la période de floraison du pois. Tant et si bien que si on regarde en fait toute la lumière interceptée par la culture, quand on la compare à un témoin agricole sans arbre, eh ben, au sud des arbres, on a en fait une réduction de la lumière de l'ordre de 20% de la lumière, et au nord, on est de l'ordre de 35%, mais avec une variabilité qui reste là encore marquée. On a regardé aussi la disponibilité en eau à l'aide de sondes qu'on avait placées à différentes profondeurs. On est allé jusqu'à 2,50 m. Moi, je vous montre juste en fait là les 2 horizons supérieurs. Donc en orange, vous avez en fait la disponibilité en eau dans le témoin agricole, et en vert, la disponibilité en eau en agroforesterie. Et nous, ce qu'on a remarqué en fait, c'est que on avait en fait une diminution de la teneur en eau dans les horizons supérieurs, qui est plus marquée, je dirais, en tout cas à 20 cm qu'à 50, mais qui existe malgré tout. Et en revanche, il n'y avait pas d'accentuation sous la sécheresse. Bon. On n'a pas d'explication en tout cas claire sur le processus, mais en tout cas, on suppose que quand même la compétition pour les arbres était était existante, mais elle reste, à notre sens, assez limitée. Et ensuite, on a regardé aussi en fait la demande et les conditions climatiques, la demande, donc la notion d'évapotranspiration. Et donc pour ça, en fait, on a regardé différentes composantes. Donc ça, c'est des graphiques en fait qui vous montrent la dynamique donc à une échelle intrajournalière. Donc sur l'axe vertical, en fait, vous avez les heures de la journée, et sur l'axe horizontal, vous avez les jours. Quand c'est bleu, ça veut dire que globalement, en fait, vous avez des températures ou du vent, ou je vous montre le déficit de pression vapeur saturante. Bon, ça c'est un concept, mais en fait, c'est la différence entre, je dirais, l'humidité relative de votre atmosphère et le point de rosée. Quand c'est bleu, c'est globalement c'est des valeurs qui sont plus faibles. Donc c'est-à-dire que ce qu'on voit en fait, c'est que l'agroforesterie, voilà, a diminué les températures de l'air, elle a diminué cette différence de pression de vapeur saturante, et elle a diminué aussi la vitesse du vent. Alors là-dessus, je reste un peu précautionneux, c'est peut-être lié à un effet de site là sur le site d'étude en question. En tout cas, quand on fait des estimations d'évapotranspiration potentielle, ce qu'on voit, c'est qu'on a une diminution qui est particulièrement marquée en fait, après le débourrement des arbres, et que cette diminution elle peut aller jusqu'à 50%. Voilà, donc ça c'est pour les variables, je dirais, environnementales. Maintenant, si on regarde en fait la production de biomasse, vous avez ici donc la production de biomasse totale. Et ce qu'on voit en fait, donc vous avez en bleu le régime pluvial, et en rouge le régime exclu. Donc en TA, c'est le témoin agricole, AFS, c'est agroforesterie au sud des arbres, et l'autre au nord des arbres. En fait, ce qu'on voit, c'est que en régime pluvial, on a une forte réduction de la production de biomasse en agroforesterie. Et en revanche, en fait, quand on a une sécheresse, cet effet-là, il s'estompe. Et donc, en fait, l'impact de la sécheresse en agroforesterie est globalement en fait diminué, il est tamponné. Et donc, c'est ce qu'on a cherché à comprendre. Donc, une des explications possibles, en fait, c'est voilà, la sécheresse, elle a raccourci en fait le cycle de culture du pois, mais en fait on a eu un effet contrasté en agroforesterie. Alors là je vous sors
Donc le raccourcissement du cycle de culture, c'était toutes les conditions de culture. Par contre, si vous regardez là le NDVI, donc il y a un indice de réflectance qui vous donne une idée du vert de la plante et donc sa capacité à faire de la photosynthèse. Celui qui est plus intéressant, en fait, c'est vraiment le graphique que vous avez en bas à droite, et où en fait sur la courbe verte foncée et verte claire, en fait, vous voyez que vous avez des décalages qui peuvent se mettre en place. Et ce qu'on a observé, en fait, c'est qu'on avait des contrastes de sénescence en agroforesterie qui se mettaient en place et qui permettaient, dans des conditions vraiment très ombragées, de rallonger le cycle de culture. L'autre effet qu'on a observé, en fait, c'est tout ce qui est dynamique foliaire. En fait, donc là, vous avez pareil 3 graphiques en témoin agricole, agroforesterie sud et agroforesterie nord. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que malgré la sécheresse, en fait, les conditions vraiment ombragées en agroforesterie ont permis de maintenir en fait un développement de la surface végétative des plantes et donc de favoriser justement l'interception de lumière, ce qui est quand on analyse en fait le bilan d'énergie, une des raisons qui permettent d'expliquer aussi ce maintien de production de biomasse, parce que vous avez justement une limitation de cette perte de captation d'énergie par la plante. Donc voilà, si je fais une petite synthèse de tout ça, je dirais qu'en fait, on a une somme d'effets qui sont assez complexes. Vous avez des choses qui se passent à la fois sur le cycle de la culture, sur son efficience d'interception de la lumière, notamment au niveau de la surface foliaire. Et après, il y a d'autres effets que je n'ai pas détaillés là, mais qui sont plutôt liés en fait, à l'efficience d'utilisation de la lumière, qui sont améliorées en conditions ombragées. Enfin, voilà, le dernier point, ça va être l'élaboration du rendement. Alors, ce qu'on a cherché à regarder maintenant, c'est vraiment comment est-ce que ce rendement s'élabore en conditions ombragées. Et donc, alors là, je vais quitter en fait cette dichotomie entre nord-sud. On va regarder les choses selon un continuum de lumière. Et le graphique qu'il faut surtout regarder, c'est celui en bas à gauche, où vous avez votre rendement en grains selon le gradient d'ombrage. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est qu'en conditions ombragées, en fait, ce rendement en grains, il était très fortement dépendant en fait, du gradient d'ombrage, mais que dans un contexte de sécheresse, en fait, ce gradient-là, en fait, s'est aplati tant et si bien que on s'est retrouvé même dans des situations un peu contre-intuitives, à savoir que en conditions très ombragées, en fait, si vous aviez une sécheresse, vous aviez en fait un rendement qui était un petit peu meilleur que si vous n'en aviez pas eu. Et donc ça, en fait, si on l'explique surtout par une chose, c'est en fait, c'est vraiment lié à l'élaboration du rendement, et notamment, en fait, vous le voyez, vous en avez une idée en fait indirecte ici avec l'indice de récolte, c'est-à-dire qu'en bleu, donc vous avez en régime pluvial justement l'effet de l'ombrage est particulièrement marqué. Par contre, quand vous regardez en conditions de sécheresse, en fait, quelles que soient les conditions de lumière, en fait, la plante alloue autant de biomasse dans ses grains que si elle avait été en conditions de plein soleil. Et donc en fait, si on regarde voilà, les composantes de rendement, un des aspects en fait, qu'on a pu observer, c'est qu'en fait, en conditions de régime pluvial, la composante qui était la plus sensible, en fait, c'était vraiment le nombre de gousses par plante, et que c'est elle en fait, qui drivait beaucoup de la réponse, et qu'en fait, ce qu'on observait, c'est que sur des étages floraux supérieurs, on avait vraiment des effets d'avortement en fait, qui étaient induits par l'ombrage, et que ces avortements-là, en fait, en tout cas, il était beaucoup moins présent quand on avait une sécheresse qui était arrivée suffisamment tôt. Donc, en synthèse, voilà ce que cette expérience-là, elle nous a montré. Je dirais qu'elle nous a montré à la fois des effets positifs et des effets négatifs. Dans les effets positifs, voilà, on a ces aspects de réduction de la demande évapotranspirative après le débourrement des arbres. On a des aspects en cas de sécheresse, de maintien du développement foliaire. On a des aspects de compensation de composantes du rendement qui sont assez nouveaux et encore assez peu compris, je dirais. Et vous avez aussi des aspects... donc ça, c'est pour les aspects positifs, dans le cadre d'une sécheresse. Et vous avez aussi des aspects négatifs, je dirais. Vous avez l'ombrage, puisque là, vous avez forcément une réduction de la ressource lumineuse disponible. Mais voilà, je le nuancerai quand même par un fait qu'en fait, en système agroforestier, c'est quand même une contrainte qui, elle, est prédictive, contrairement en fait, aux effets du changement climatique. Et donc, voilà, ça peut être un atout dans la conception d'un système agricole.
Et puis après, bon, voilà, il y a d'autres aspects à nuancer. Bon, vous avez des aspects de contraste de sénescence. Je vous ai dit que ça permettait de maintenir l'activité photosynthétique. C'est aussi un risque accru de pression en fait, différenciée, notamment avec des ravageurs. Nous, on a eu pas mal de problèmes avec des pigeons, notamment, puisque vous aviez d'un côté le poids qui était mûr et de l'autre qui ne l'était pas. Donc, c'est assez problématique. Vous avez de la réduction de la disponibilité en eau, je vous en ai parlé, mais en même temps, en fait, vous avez une réduction des besoins en eau, donc ça reste aussi la contrebalancer. Et puis, voilà, il y a d'autres effets potentiels que je ne vous ai pas montrés ici, qu'on a quantifiés, mais qui n'ont pas eu d'effet direct, à savoir la diminution des températures de culture. Nous, les effets qu'on a mesurés, c'est de l'ordre de 4 à 6 degrés. Ça peut être un atout dans des cas de sécheresse et de canicule très récurrentes. Voilà, je vais laisser la place à Ambroise et on pourra rediscuter tout ça après. Merci. Bon, bah, c'est parti, du coup, pour la présentation. Voilà, alors. Hop. Donc, je vous vois plus, donc il faudra m'interrompre avec l'audio si jamais il y a besoin, s'il y a un souci. Bah voilà, donc bah, ravi, Ambroise Martin-Chap. J'aurais préféré être là en présentiel aujourd'hui, mais ça faisait un peu loin depuis le Gard, donc je suis resté à Anduze. Donc moi, je travaille à Agrof. On a un bureau d'études spécialisé en agroforesterie depuis une vingtaine d'années. Et j'interviens aujourd'hui pour vous parler d'un projet que je coordonne qui porte sur donc l'effet des haies sur les grandes cultures, en particulier sur la plaine de Valence, mais qui s'intéresse aussi peut-être à d'autres territoires. Donc ce projet s'appelle Arboréole. Il est financé par la Fondation de France et l'Agence de l'eau. Et donc il est en partenariat avec donc 2 UMR de l'INRAE, d'INAFOR et Coesol, et aussi avec les chambres d'agriculture donc de la Drôme, Arvalis, et donc il est piloté par nous. Alors, hop. Donc l'effet brise-vendée, bon, c'est quelque chose d'assez connu hein, c'est étudié depuis les années au moins 60. Donc le principe général, je ne vais pas forcément y passer énormément de temps, mais c'est que face à un flux d'air donc perpendiculaire à une haie, on retrouve ensuite derrière du coup l'écoulement de l'air qui est modifié avec la création d'une zone qui est dite abritée. Puis après, l'écoulement retombe et donc on revient à une vitesse de vent qui était celle qu'on retrouvait en amont de la haie. Voilà, donc là, on peut voir sur le petit schéma ici en haut à droite que ça va du coup permettre la création d'une espèce de zone où le flux d'air est modifié. Donc ça va avoir plusieurs incidences en cascade. La première, c'est sur les températures et l'humidité de l'air. Donc, ce qui se passe, c'est que dans la zone qui est protégée par la haie en cas de vent, on se retrouve avec des températures journalières en climat tempéré qui sont la plupart du temps supérieures du coup à ce qu'on pourrait retrouver dans une zone qui n'est plus abritée. Et on a une inversion la nuit avec des températures qui sont du coup en général inférieures dans la zone qui est protégée par la haie en comparaison d'une zone qu'on pourrait appeler témoin. Voilà, donc par convention, on comptabilise, on va dire, un petit peu les zones les distances qui sont protégées par la haie en multiples de h, h étant la hauteur moyenne, on va dire, de l'alignement d'arbres ou de haies. Donc, ce qui se passe sur l'humidité du sol, c'est que généralement, la combinaison de ces effets sur les températures journalières et nocturnes fait qu'on observe une humidité du sol qui est supérieure en zone protégée par rapport à une zone témoin. Et ça s'explique a priori parce que du coup, les plantes du coup transpirent globalement un peu moins la nuit dans la zone qui est protégée. Donc, il y a pas mal de cultures qui transpirent quand même dans des proportions importantes de nuit. Pour grandir, quoi, même en absence de photosynthèse. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que ça jouerait. Donc, en cascade, l'effet que ça va avoir sur les grandes cultures, ça, c'est aussi quelque chose qui a été beaucoup étudié ces dernières années. Enfin, surtout dans les années 80, en fait, et pas tant ça que ça, c'est vraiment là récemment. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, on a une zone, on va dire, un petit peu d'interaction à proximité de la haie ou de l'alignement d'arbres, donc avec des interactions négatives qui peuvent être liées à l'interception de lumière ou la compétition pour l'eau et les nutriments. Donc ça, vous l'avez vu un petit peu avec Guillaume avant, système agroforestier. Mais pour des systèmes de haies, il va y avoir la même chose qui peut se passer dans les premières distances. Donc souvent, cette zone-là d'interaction, on voit dans la littérature, ça peut être on va dire entre 1 H, donc une fois la hauteur de la haie, et jusqu'à 4 ou 5 fois. Et ensuite, souvent, on observe dans les littératures une augmentation des rendements jusqu'à la fin de la zone protégée. Donc ça, c'est très variable. Ça peut être de 6 H à 20 H. Ça dépend vraiment en fait de la morphologie de la haie.
et de comment elle brise le vent. Donc à gauche, vous avez une illustration d'une étude qui a été conduite au Kansas, Nebraska à partir de cartes de rendement et qui m'avait un peu inspiré aussi pour commencer à réfléchir à ce projet-là, où ils ont étudié justement les rendements en fonction de distance à la haie grâce à des cartes de rendement obtenues sur un grand nombre de parcelles. Donc pour des céréales. Voilà, donc j'en parle pas plus, mais il n'y a pas eu beaucoup d'autres travaux qui ont été faits en Europe en climat tempéré, encore moins en France. Et donc l'idée du projet, c'était de travailler un petit peu là-dessus, sur un territoire particulier qui est la plaine de Valence. Alors pourquoi la plaine de Valence? Parce que vous pouvez voir en haut gauche ici la distribution des vents sur l'année 2023. En fait, on a des vents du nord qui sont absolument dominants. Donc on est dans le couloir rhodanien, donc c'est des vents qui sont souvent très très fréquents et notamment qui peuvent être présents durant la période de croissance du blé. Voilà, et donc en plus on a un territoire qui est quand même juste à côté de Valence, assez cultivé en grande culture, et notamment en céréales, avec pas mal de blé, un petit peu de maïs aussi. Et donc, ça en faisait un territoire intéressant pour pouvoir étudier l'effet de haie par rapport à ne serait-ce qu'un seul type de vent. Parce que selon le moment de l'année où le vent va avoir lieu, forcément, on peut s'attendre à avoir des effets différents sur les cultures. Donc voilà, et puis c'est un territoire qui est intéressant parce qu'on est aussi à la frontière d'un climat un peu méditerranéen et d'un climat un peu plus continental. Voilà, donc c'est un peu un territoire à enjeu d'un point de vue aussi on va dire maintenance des grandes cultures dans ce territoire. Il y a pas mal de problèmes de sécheresse. Les cultures, elles peuvent être, certaines années, elles peuvent être irriguées, les grandes cultures, et des fois, ça peut être du coup, pas du tout irrigué comme cette année, quoi. Donc, grosso modo, la démarche qu'on a eue là ces dernières années nous reste encore une année de suivi. Donc, ça fait déjà 2-3 ans qu'on travaille là-dessus. On a caractérisé les haies d'un certain nombre de parcelles avec des grandes cultures qui nous intéressaient. Donc, forcément, on a choisi des haies qui étaient des haies nord, qui brisaient les vents du nord, qui étaient en bon état, qui étaient assez longues et profondes, parce qu'on l'a vu, l'effet brise-vendée, il peut aller jusqu'à 20 fois la hauteur maximale de la haie. Donc, il faut des parcelles qui sont assez profondes. Et ensuite, sur un certain nombre de sites, on a essayé de caractériser aussi ce qui se passait d'un point de vue microclimat. Donc là, vous avez par exemple des sondes de température et d'humidité, des anémomètres, alors qui sont placés vraiment au ras de la culture pour pas gêner le passage après des rampes ou des outils qui devaient être utilisés. Et donc là, on voit par exemple une projection des vents mesurés sur la parcelle. Alors, on a un vent qui est très légèrement nord-est, mais ça, c'est probablement une déviation. Enfin, c'est mon interprétation du flux d'air aussi par la haie selon son alignement par rapport à l'angle du vent. Ensuite, on a du coup fait des mesures sur le blé en utilisant un petit peu toujours la même démarche de transect, donc de distance par rapport au haies, comme on l'a vu un petit peu dans la biblio. Euh, sur ces différents transects, on a fait des mesures de rendement par microplacette et aussi des mesures de phénotypage voilà, sur les grains. Donc, on a utilisé surtout des mesures par bottillon, bon, qui ont aussi leurs limites. Je pense qu'on a été parfois un petit peu, un petit peu léger en termes d'estimation de rendement, mais vous allez voir qu'on a quand même des résultats sur le long terme, on va dire. Après, donc, ces échantillons, ils sont donc battus et puis analysés pour avoir, entre autres, le PMG, quoi. Ce qu'on a fait aussi en parallèle, c'est qu'on a essayé de faire sur une partie des parcelles qu'on suivait des mesures de conductivité avec donc un prestataire, donc de conductivité de sol pour essayer de voir si du coup les parcelles étaient plus ou moins homogènes et essayer de s'affranchir de problèmes d'hétérogénéité qui auraient été trop forts, quoi. Euh, voilà, donc c'était une des manières qu'on a eu d'essayer de se prémunir de gradients de sol qui auraient pu être dans le même sens qu'on étudie et qui peuvent être assez gênants. Voilà, en termes de porosité optique, donc la porosité optique, ça mesure un petit peu la porosité au vent, hein, tout simplement. À gauche, vous avez une illustration pour 3 haies qu'on a suivies du coup cette année. Et vous voyez que ça, c'est la dynamique de fermeture de la haie en fait au fur et à mesure du temps, entre avril et juillet. Et vous voyez qu'on n'a pas forcément les mêmes dynamiques en fonction du type de haie qu'on étudie. Donc ça, évidemment, ça va avoir un effet sur les dynamiques après de vent qu'il y a sur la parcelle, mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça. C'est juste pour vous montrer que forcément, selon comment la haie est configurée, ça va jouer après du coup sur l'écoulement aussi du vent au cours de la saison. Et à droite, on a donc le pourcentage de réduction du vent en fonction de la distance à la haie. Donc vous les avez en bas, hein, de 1H jusqu'à 15H cette année, avec un effet de gradient qui est très marqué pour les vents du nord, et pour les vents du sud, on voit que bon, il n'y a quasiment pas d'effet, sauf à 1H évidemment quand on se rapproche de la haie.
Ensuite, les résultats donc sur blé qu'on a suivis, on a fait environ 10 moissons. On a aussi suivi des haies en fait qui n'étaient pas forcément face au vent du nord, mais qui étaient des haies qui étaient configurées un peu autrement pour justement voir un petit peu ce que ça donnait, en sachant qu'il y aurait beaucoup moins d'interaction avec le vent, mais que ça serait plutôt des effets d'interception de lumière ou de compétition pour l'eau et les nutriments. Et donc, dans les résultats, donc je vous présente juste après, c'est juste 6 moissons donc, analysées sur ces deux dernières années. Donc à gauche, vous avez du coup le rendement. Alors c'est un rendement un peu particulier vu qu'on est sur différentes parcelles de différents agriculteurs avec différentes pratiques. Il y avait une bio, 5 conventionnelles et pas forcément les mêmes sols, etc. Et pas forcément les mêmes années climatiques. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé du coup le rendement pour chaque. En fait, il y avait 30 points par parcelle de prélèvement et donc j'ai calculé pour chaque point de prélèvement, le rendement comparé au rendement maximum observé cette année sur cette parcelle. Ce qui permet un peu de standardiser du coup les résultats observés sur l'ensemble des parcelles. Et du coup, sur l'ensemble de ces 6 moissons, ce qu'on observe, c'est que du coup, on a pic de production qui est observé à 6H, en comparaison du témoin qui ici a 15H et plus, et plutôt une perte observée à 1H. Et donc, en termes statistiques, en tout cas, on n'observait pas de différence entre témoin et zone située à 2H dans cette zone. Et ces résultats, ils sont assez corroborés par du coup les mesures en taux de protéines, où donc le taux de protéines qui est très très lié du coup au rendement. Et donc on voit bien que ben voilà, c'est assez cohérent avec ce qu'on observe du coup sur parcelle, avec un petit écart peut-être pour un H où finalement on a eu moins de rendement et un taux de protéines un peu plus élevé. Et ça, c'est sûrement aussi lié du coup à des stress. Sur ce qui était nombre d'épis par plan et PMG, on n'a pas d'effet vraiment très 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 marqué. Voilà, donc je ne passerai pas forcément beaucoup plus de temps là-dessus. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est principalement du coup, et ben du coup, ouais, en fait, on n'a pas vraiment réussi à expliquer en regardant les composantes de rendement qu'est-ce qui contribuait le plus du coup à changer le rendement dans ces zones-là. Voilà, donc je l'ai fait vraiment très bref. En fait, dans le projet, il y a pas mal d'autres études qui sont faites et perspectives, donc je voulais en parler un peu rapidement aussi. Donc les collègues de DINAF, ils sont dans le projet, ils sont en train de développer un outil qui s'appelle Edge Tools et qui permet de caractériser un maillage de haies sur un territoire avec des outils cartographiques, donc notamment le logiciel, le QGIS qui est gratuit. Ce module, il est gratuit, il permettra à des personnes qui maîtrisent un tout petit peu du coup cet outil-là de caractériser un maillage de haies sur un territoire. Et dans le cadre d'Arboréole, ils sont en train d'intégrer un module qui calculera aussi des zones protégées des vents à partir de modèles théoriques. Voilà. Ce qui pourrait permettre un petit peu d'aider à réfléchir à où est-ce qu'on pourrait avoir besoin de haies, où est-ce qu'il en manque, etc. Les collègues d'EcoESol, eux, ils travaillent sur l'étude de la fertilité des sols, en particulier en lien avec les haies. Et donc, ils vont regarder si les modifications microclimatiques et d'éventuels apports de matière organique à proximité des haies joueraient un petit peu légèrement sur la fertilité des sols. Donc, ils ont fait des suivis sur quelques sites aussi. Et pour finir, moi, je voulais vous parler un petit peu aussi des perspectives d'études de cartes de rendement. C'est quelque chose qui n'avait pas trop marché jusque-là, mais dans l'idée de ce projet-là, ce que je voulais mettre en place et qu'on a lancé, c'était de proposer d'étudier des cartes de rendement, si il y en a qui en possèdent parmi vous, qui seraient intéressés, évidemment gratuitement, quoi, et ça permettrait à terme de essayer de comprendre un petit peu ce qui peut se passer en termes de perte ou de gain de rendement à différentes distances des haies, comme je vous l'ai montré un petit peu là. Voilà, donc c'est un travail exploratoire et en tout cas, s'il y en a que ça intéresse parmi vous, eh ben, n'hésitez pas du coup à vous mettre en contact avec moi peut-être après le colloque, quoi. Ben voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Peut-être que je vais laisser la parole pour une réaction ou plus. C'est pas moi qui décidera. Oui. Et je vous remercie pour votre attention.